Bienvenue sur le podcast Revenir à soi avec Joa, un espace de méditation et de réflexion inspirant une vie plus joyeuse et plus consciente. Merci de prendre ce temps pour toi. Bonne écoute! Allô, c'est Joa. J'espère que tu vas bien. Merci d'être là aujourd'hui pour ce nouvel épisode que j'avais tellement hâte d'enregistrer sur le podcast Revenir à soi avec Joa. C'est un des sujets sur lesquels j'avais le plus hâte de créer. J'avais vraiment hâte de créer cette série et j'ai eu beaucoup de plaisir à la préparer. J'ai pris beaucoup de temps aussi à la préparer parce que je la trouve très importante, cette série. Je trouve que le contenu, en fait, pour moi, a été très, très transformateur et libérateur dans un sens aussi. Alors, j'avais envie d'étoffer ce contenu pour que ce soit le plus éducatif et le plus pertinent pour toi. De te permettre également de choisir à travers des exemples vécus, peut-être des éléments qui résonnent un peu plus avec toi. Et comme toujours, tu as absolument tout l'espace pour accueillir ce qui résonne et ça demeure une proposition. Donc, mais ces concepts-là, je suis retournée dans mes livres, je suis retournée dans mes notes, je suis allée éplucher différentes œuvres pour rassembler le tout ici pour toi et y ajouter des réflexions de mon vécu également. Donc, merci d'être là aujourd'hui pour cette série sur les yamas et les niyamas. Donc, qu'est-ce que c'est ça, les yamas en fait, et les niyamas aussi? Moi, j'ai eu le plaisir de les explorer pour la première fois pendant ma formation professorale de yoga chez Yoga Sangha. Et moi aussi, c'était ça que je venais chercher en fait, que je réalise. C'est un peu ça que je venais chercher en allant faire cette formation-là, parce que moi, j'enseignais le yoga déjà avant de faire ma formation, mais ce que j'allais chercher, c'était davantage le volet philosophique de comment vivre en yoga. Je me disais que c'était beaucoup plus que... Ça faisait pas de sens pour moi que ce soit que des postures. Moi, j'ai commencé à enseigner le yoga avec une formation plus adaptée pour un gym, dans le fond. Fait que c'était très au niveau des postures, très anatomique, physiologique, au niveau pratiquement même aussi, je pourrais dire, la performance. Très technique, en fait, on va dire ça comme ça. J'avais une formation de base en entraînement personnel. Puis c'est ça, je me suis fait former sur les techniques de yoga, mais pas nécessairement sur la philosophie, et je me disais que ça pouvait pas que être physique. Et en effet, ce n'est pas que ça. C'est pas juste d'être capable de faire une posture bien alignée, mais vivre en yoga au-delà de ce qu'on peut vivre sur le tapis, ça se transpose à l'extérieur dans la vie. Et les yamas et les niyamas en font partie. Ce sont des principes de vie. Donc, moi, c'est Sylvie Tremblay qui nous en a parlé pour la première fois. Dans la formation, on avait l'occasion aussi de les tester sur nous-mêmes. Ça faisait partie du parcours. Dans les premiers mois, on avait une fiche qu'à tous les soirs, on pouvait y revenir et de se dire comment est-ce que j'ai vécu ces principes-là dans ma vie. Fait que le but, c'est pas seulement oui, c'est important de les comprendre au niveau théorique, mais c'est surtout de les vivre en pratique. Et le passage de la théorie à l'expérimentation, pour moi, c'est ça le beau. C'est de passer du domaine de la pensée vers l'action. Et c'est là que c'est très, très transformateur et que ça a le pouvoir de l'être. Donc, moi déjà, de un, j'étais hyper curieuse et attentive à la théorie, mais à partir du moment où est-ce qu'on le vit et on l'expérimente, on voit que ça peut être encore plus profond parce que des habitudes, ça peut être ancré de très loin. C'est parfois inconscient. Et à partir du moment où est-ce qu'on lève un voile et qu'on a envie d'aller regarder consciemment, on se permet vraiment de se comprendre et
d'aller dans des recoins qu'on n'est peut-être pas allé, de re-questionner des choses qu'on faisait peut-être par automatisme et de choisir autrement. Et c'est pour ça que pour moi, je trouve ça très libérateur de pouvoir s'offrir l'opportunité, l'occasion d'aller se regarder, s'observer sans jugement, avec douceur et voir qu'est-ce qui fait du sens pour nous aujourd'hui et qu'est-ce qui n'en fait plus. Et c'est pour ça que cette série de méditation et cette série sur les yamas et les niyamas m'interpelle et m'enthousiasme énormément parce que non seulement dans cet épisode-ci, je veux te partager la théorie, on ira voir. En premier lieu, on va faire les 5 yamas. Donc, je parlerai dans cet épisode aujourd'hui de la théorie. Je te présenterai les 5 principes et par la suite suivra une méditation pour chaque sujet pour que tu puisses toi-même te les approprier dans un volet expérientiel. Donc, c'était ça mon ça pour cette série. Alors, c'est parti. Donc, en yoga, moi, c'est assez important de retourner dans les origines du yoga. Dans l'une des premières traces où on entend parler du yoga dans les écrits, c'est dans les Yoga Sutras de Patanjali, qui est un recueil de 195 sutras. Et des sutras, c'est comme des petits vers ou des petites phrases. Et l'origine de cette œuvre-là, de ce livre-là, se perd dans le temps, mais ça date de entre 200 à 500 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est assez ancien. Et c'est là qu'on y parle pour la première fois des 8 branches du yoga. Donc, c'est pas, je le répète encore, c'est pas juste les postures. Il y a 8 branches autour et les postures, c'en est une seule à travers les 8. Donc, la première branche, c'est les yamas. La deuxième, c'est les niyamas. Donc, niyama ou niyamas, je mets un S, on dirait que ça sonne mieux pour moi. Et ce sont les étapes où il y a vraiment la prise de conscience. Ensuite, la troisième étape, c'est là qu'il y a les asanas, les postures telles qu'on les connaît. Et par la suite, la quatrième étape, c'est le pranayama, donc la maîtrise du souffle. Et les 4 autres étapes, ce sont des branches plus méditatives. Donc, on a pratyahara, dharana, dhyana et samadhi. Alors, vraiment de l'ordre un peu plus subtil et du ressenti et encore une fois au niveau plus de la méditation. Sans application des yamas et des niyamas, c'est assez difficile de parvenir à un stade profond de méditation parce que l'esprit est très très en mouvement et très agité. Donc, les yamas en tant que tels, ce sont des principes pour vivre dans le monde. Donc, c'est vraiment en relation avec le monde, avec les autres. Des principes de vie pour être un peu plus en harmonie et créer de l'harmonie aussi dans nos rapports avec le monde. Le deuxième niveau étant les niyamas, qui sont aussi des principes de vie, par contre des principes de discipline personnelle. Donc, on va appliquer de soi-même à soi-même. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je parlerai principalement, je vais parler des yamas, Y-A-M-A-S, qui sont des principes de vie et vraiment des enseignements sur comment mieux vivre avec le monde et avec soi. On dit en fait ce sont des attitudes morales justes. Donc, je veux pas parler de... C'est pas comme des 10 commandements ou des règlements, mais des principes parce que dans cet espace, tu as vraiment toute la liberté de voir, toi, qu'est-ce que tu as envie de garder, qu'est-ce qui fait du sens pour toi. Et en tout cas, pour moi, ça en a fait énormément. Et c'est vraiment des principes qu'on peut prendre le temps de méditer, de questionner, de voir, nous, comment est-ce qu'on peut se les approprier et qu'est-ce qui est juste pour toi. Donc, de vivre avec ces principes-là, ça va pouvoir nous permettre de stabiliser, purifier notre mental parce que autant au niveau du domaine des pensées, des paroles et de nos actions, on vient à créer un peu plus d'harmonie dans la manière où on vit dans nos relations, on vit avec l'autre. Et ça peut devenir immensément sain et beau, comme ça. Donc,
ça a un grand pouvoir de répercussion sur le reste de nos vies, c'est ce que je veux dire. On dit qu'on n'a pas nécessairement de guide pour vivre une vie plus saine, mais pour moi, ça a été ça. Les yamas et les niyamas, un guide, un peu une boussole sur comment on peut réharmoniser sa vie, on peut créer un peu plus d'équilibre et on peut amener notre existence vers les plus belles potentialités de l'existence humaine. C'est à ce niveau-là, pour moi, que ça a été transformateur. Fait que c'est pour ça que je suis vraiment emballée de t'en parler aujourd'hui. Parce qu'en fait, on veut tous être heureux, je pense. On veut tous être bien. Puis c'est pas tant nécessairement à la fin de nos vies qu'est-ce qu'on va avoir accompli. Je pense que c'est surtout aussi comment on va l'avoir accompli. Donc, dans quel état, en laissant quel type de marque autour de nous, chez les gens, dans nos relations, comment j'ai été avec les personnes. Et voilà, je trouve que ça nous enseigne cela également. Alors, sans plus tarder, je vais parler des 5 yamas et on va plonger dedans un peu plus par la suite. Donc, les principes, il y en a 5. Le premier qui se nomme Ahimsa, donc c'est le principe de non-violence. Ensuite, il y a le deuxième principe qui est Satya, donc le principe de vérité ou d'authenticité. Le troisième se nomme Asteya, le principe de ne pas voler. Le quatrième est Aparigraha, donc c'est le non-attachement. Et le dernier aujourd'hui qu'on va voir ensemble, c'est Brahmacharya, qui est le principe de modération. Donc, à travers ces éléments-là, ça peut nous permettre, et même les méditations vont nous aider un peu à entraîner notre esprit. Donc, d'être capable de se les approprier, de voir vraiment dans une expérimentation comment est-ce que nous, en ce moment, qu'est-ce qui résonne. Et on va voir aussi qu'ils travaillent ensemble les uns les autres. Donc, ils se soutiennent les uns les autres pour créer encore plus d'harmonie, d'équilibre. Donc, on va commencer avec Ahimsa, le principe de non-violence, qui est un grand principe, parce que celui-là englobe un peu tous les autres. Et c'est quand même quelque chose quand on y va, quand on y plonge. Pour moi, ça a été un des plus transformateurs. Ils sont tous transformateurs, mais celui-là est vraiment quelque chose parce que on peut avoir une idée de qu'est-ce qu'est la non-violence. Et après ça, on peut se dire, ouais, finalement, peut-être que des fois, je suis violent avec moi, puis je me fais violence. Et à partir du moment où ça devient conscient, on peut choisir autrement. Donc, ce principe, par non-violence, en fait, c'est un principe d'amour. C'est un principe de compassion. Donc, c'est de se dire, j'accepte et je choisis de ne plus me faire violence, ni à moi-même et ni à autrui. En anglais, on va dire do no harm. Donc, ça va jusqu'à ne pas tuer, ne pas condamner, ne pas juger. C'est d'accueillir l'autre et s'accueillir soi avec grand amour. Et quand je parle de grand amour, je ne suis pas dans l'amour amoureux, romantique. Je suis simplement dans la posture de j'aime ce qui est là, même si ce n'est pas parfait dans mon monde à moi, je l'accueille et je ne le juge pas. C'est un principe de respect pour toute forme de vie. Et c'est de choisir aussi de laisser de côté la peur, parce que j'avais lu à quelque part, en tout cas, puis ça fait aussi partie de moi maintenant, qu'il y a toujours 2 postures avec lesquelles on peut répondre à la vie. C'est toujours 2 choix. C'est l'amour ou la peur. Et souvent, lorsqu'on va être dans la peur, on va être dans cette contraction-là, et plutôt dans l'amour, on va être dans l'accueil, un accueil chaleureux et sans résistance. Et c'est ça, pour moi aussi, ce concept-là. C'est de choisir de ne plus être du côté de la peur, de laisser aller l'angoisse, l'envie, la jalousie, tout ça, pour faire place à plus de joie et de gaieté de cœur. C'est un principe qui va parler d'acceptation et de compassion et nous invite à choisir l'amour. Donc, qu'il y ait plus d'amour dans nos relations et envers nous-mêmes. Donc, ce principe nous invite à s'observer constamment dans nos actions afin de s'assurer qu'elles ne portent pas violence, qu'elles n'ont pas d'impact sur l'autre qui implique un jugement, une condamnation quelconque. Parce que le jugement, il discrimine, il sépare. Quand que je juge, puis que je regarde quelqu'un, par exemple, ou que j'émets un jugement vers une personne, je suis en train de créer une rupture entre moi et cette personne-là,
et il y a une distance, une séparation qui se crée. Et en moi, ça se ressent. Je ressens cette séparation-là et ça crée de la disharmony, donc le contraire de l'harmonie à l'intérieur de moi. Alors que lorsqu'on évoque, on vit plus de compassion, plus de tendresse et plus d'indulgence, je suis en train de réconcilier. Je suis en train de réconcilier que parce qu'une personne, je suis en train de lui porter de l'amour, je lui souhaite du bien, je suis dans la compassion et la bienveillance, mais à l'intérieur de moi, mon corps également est sur cette fréquence de bienveillance. Donc, il n'y a plus cette séparation-là entre l'autre et soi. Ce que je veux pour l'autre, je le veux pour moi également. Et ce que je veux pour moi, si je suis capable de m'octroyer moi-même cette compassion-là, c'est beaucoup plus facile alors d'être capable d'en témoigner à une autre personne. Donc, c'est de faire attention pour ne pas se heurter nous-mêmes ou de réagir violemment contre quelqu'un. Parce que réagir comme avec violence ou que ce soit dans nos paroles, nos actions, peu importe, ou d'offrir un jugement, peu importe. C'est comme de se dire c'est comme si moi je prends un poison en pensant que c'est l'autre qui va tomber malade. Alors que c'est soi que l'on empoisonne. Quand moi-même je suis dans un état de colère ou de méchanceté, c'est moi-même qui m'octroie ce poison-là à mon corps, à mon être, et c'est moi-même qui viens un peu faire du mal à mon champ vibratoire, à tout ce que j'émane. Mes émanations sont celles de la peur ou de la violence. Donc, c'est simplement d'être en relation juste avec soi et les autres. Que toutes nos relations, nos rapports n'engendrent plus d'agression. Donc, on n'est plus non plus dans l'imposition. On va aller dans des exemples concrets, parce que tantôt on a parlé du domaine de la pensée, des paroles et des actions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de nos pensées être violents? Ben, c'est quand on se juge nous-mêmes. Ou le simple fait de se dire, par exemple, « Hey, je suis vraiment conne », ça, au niveau des pensées, même si c'est automatique, le corps le ressent et c'est quand même, je suis en train de me traiter de non, puis c'est pas vrai. Donc, on n'a pas à s'auto-flageller ou d'être dur avec soi-même, notre charabia interne, justement, même si on ne le pense pas vraiment, la pensée, elle, ne fait pas de distinction. Donc, si je suis tout le temps en train de me dire, de me rabaisser dans ma tête, ben ultimement, le corps ou le mental va finir par le croire. Donc, c'est de faire attention, de prendre conscience de cette relation qu'on entretient avec nous-mêmes dans le domaine de la pensée. Même chose, pour une erreur qu'on aurait faite, on peut s'auto-flageller longtemps pour la même chose. Et ça, à la limite, à un moment donné, c'est juste de se faire violence, de se dire, OK, ben est-ce que je peux me pardonner un jour puis passer à autre chose? Donc, c'est de faire attention à toutes ces pensées-là qui ne sont pas nécessaires. Et on peut avoir également ces pensées-là négatives ou judgmental ou en jugement envers soi-même ou avec les autres. Donc, c'est de transformer ces pensées-là. D'en prendre conscience et de les transformer en autre chose. Ensuite, il y a au niveau des paroles. Donc, on peut être aussi violent dans nos paroles. Elles peuvent rester dans nos pensées, mais quand on le dit, quand on est méchant avec quelqu'un, ou on utilise des mots, ça peut être dans les mots, ça peut être dans le ton aussi. Quand on invalide ou qu'on critique quelque chose qui n'est pas constructif, qu'on fait juste « Hey, ça, c'est vraiment pas une bonne idée » ou non, ça, c'est pas un bon exemple, mais quand c'est pas empreint de bienveillance et ni de compassion, que c'est pas constructif, alors ça peut créer juste une réaction négative chez l'autre. C'est pas utile. Ou alors quand on va utiliser le mot pour blesser, ça également, c'est une utilisation violente de nos paroles. Puis j'en ai parlé tantôt, se taper dessus pour un échec, c'est correct à un moment donné de réaliser qu'on a fait quelque chose qui était peut-être pas aligné, d'apprendre de ça, mais on n'a pas besoin d'être ce critique-là méchant envers soi-même. En fait, la méchanceté n'a pas sa place, elle n'est pas constructive. Et dans les actions, bien sûr, on peut le voir au niveau physique, dans le fond, brusquer, imposer, mais aussi dans l'indifférence. Donc, je me rappelle quand Sylvie Tremblay, dans notre formation, disait que la plus grande violence qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de l'indifférence. Et on peut penser aux jeunes, quand on était jeune, moi j'ai vécu de l'intimidation, j'ai vécu du rejet, j'ai vécu, en tout cas, puis je suis sûre qu'à un certain niveau, on en a tous vécu, mais on sait comment l'indifférence, ça peut blesser, ça fait mal.
Donc, c'est une violence aussi de sentir ou de faire sentir à quelqu'un qu'on l'écarte, que on est indifférent. On n'est pas... c'est comme si on se coupe de toute émotion envers cette personne-là et ça se ressent. Donc, c'est une marque de violence. On parle aussi de violence physique. Donc, mais physique, pas nécessairement des coups ou de la violence, je vais frapper quelqu'un, mais une que je vois plus fréquemment, ça va être par exemple en lien avec la performance. Je le vois dans mes cours de yoga que j'enseigne, quand des gens veulent aller trop loin ou vont se pousser au max pour la performance, alors que le corps n'est pas nécessairement là ou c'est pas la juste chose pour le corps. Et donc, la nuance peut être fine entre je veux aller m'entraîner, je veux me faire du bien versus je le fais pour me punir. Donc, tout va venir de l'intention qui vient en arrière des choses. Pourquoi je le fais? Est-ce que je suis à l'écoute de moi-même? Est-ce que c'est vraiment ça que mon corps a besoin? Si je me suis entraînée pendant 5 jours en ligne puis que là, aujourd'hui, j'ai besoin de prendre une pause parce que mon corps le demande, est-ce que je suis capable de le faire ou je vais le faire coûte que coûte? Puis là, ça peut être partagé. Certains vont dire c'est pour la performance, je le fais, c'est pour m'honorer. Mais fondamentalement, est-ce que on n'est pas en train de se faire violence? C'est une question qu'on peut se poser à certains moments. Tout est une question d'écoute et tout est une question d'équilibre aussi. Donc, ce sont des exemples de comment peuvent se vivre la violence sur les 3 niveaux de création. Puis, il faut sentir aussi que on peut tuer une idée avec nos paroles et on peut être très tranchant parfois. Je m'explique. Quelqu'un qui viendrait nous voir avec une super belle idée, quelque chose qui l'enthousiasme. Mettons, t'as une personne dans ton entourage qui vient te voir, puis elle, dans sa tête, elle a eu l'idée du siècle, puis ça l'enthousiasme énormément. Puis toi, tu vois pas ça, parce que c'est ton histoire, puis c'est bien correct, mais comment que tu lui dis? Tu lui dis, « Hey, tu peux pas faire ça, c'est sûr, tu vas avoir l'air vraiment folle. » Ou il y a personne qui va embarquer, ou tu as peut-être déjà vécu ce sentiment-là de toi aller voir quelqu'un avec une idée et de sentir que non seulement il n'y a pas d'ouverture, mais la personne est comme en train d'essayer de te décourager. En fait, de projeter ses peurs sur toi, ou peu importe. Donc, ça aussi, c'est... On tue de l'enthousiasme avec nos paroles, avec ce que l'on va dire. Donc, d'être conscient de ça également, que ça peut être nuisible chez l'autre. Donc, il faut se rappeler que notre habileté à être non-violent avec l'autre découle vraiment de notre habileté à être non-violent avec soi d'abord. Ça commence vraiment avec soi-même. Donc, si je juge une autre personne, ben c'est potentiellement parce que moi, je me juge fort aussi. C'est un exemple, mais si je me sens jugée aussi, ça vient souvent parce que moi-même, j'ai tendance à juger. Donc d'observer d'où viennent ces élans de jugement, de peur, de violence. Ultimement, ça vient d'un espace où on a l'impression qu'on doit se méfier, qu'on doit se protéger. Si on a l'impression qu'il faut qu'on snap back, il faut qu'on se protège parce qu'on ne se sent pas en sécurité dans un endroit ou dans un espace, où on se sent menacé d'une quelconque manière. Donc, de méditer sur le fait qu'on a confiance, qu'on se sent bien, qu'on est en sécurité puis qu'il n'y a personne qui te veut du mal ou qui cherche à te coincer ou peu importe, juste de sentir qu'on est dans un espace de confiance déjà. Ça nous fait du bien. Puis moi, comment je l'ai vécu, par exemple, ce principe-là, c'est... je l'ai senti parce que moi, j'avais cette peur-là, cette sensation-là de me faire juger. J'en parlais dans un autre épisode, quand que je dansais, quand je fais du hula hoop sur la plage, ou que j'avais l'impression qu'il fallait que je me protège parce que je me disais le regard des autres doit être pas malveillant, mais mon assumption, quand tu assumes les intentions d'autrui, les miennes, j'avais tendance à penser que les gens avaient un regard malveillant envers moi. Mais ultimement,
en me mettant dans un espace de me dire non, je me sens en confiance, les gens ne sont pas malveillants, au contraire, il y a quelque chose de beau qui peut émaner de ça, ça change toute la perspective, il y a quelque chose qui se détend en soi. Alors, ouais, tout ça part de soi, en vrai. Et ça nous aide, moi, ça m'a beaucoup aidé à être moins dans la réactivité et être plus dans, j'ai le choix de choisir comment je vais réagir. Par exemple, comme tu pognes un accident avec ton auto, quelqu'un te rentre dedans, ben rendu là, est-ce que tu vas être la personne à sortir de ton auto puis commencer à crier sur l'autre conducteur, ou bien, et puis là, dans le fond, tu vas crier sur l'autre personne, mais tu vas ressentir cette hargne-là encore longtemps après, ou tu vas choisir autrement. Puis moi, je me rappelle, parce que j'ai travaillé au service à la clientèle aussi quand même longtemps, quand je travaillais au gym, il y a un moment où est-ce que ça m'avait marqué, c'était ben des exemples, je pourrais dire, de service à la clientèle où est-ce que des clients frus qui te crient après pour aucune raison, là. Mais un exemple où est-ce que ça avait vraiment dégénéré, puis il y avait un monsieur en personne, il avait vraiment sauté une coche à la réception du gym où je travaillais, puis il m'avait vraiment comme étalé toute sa hargne dessus, puis il était parti fru comme tout, genre en claquant la porte, puis tout ça. Puis moi, ça m'avait vraiment ébranlé parce que je suis super sensible à ce genre de choses-là. Je reçois l'émotion. Il m'avait tout pitché sa hargne dessus. Puis je vivais mal avec ça. Je portais encore le poids de ce lourd sentiment-là. Puis en après-midi, je reçois un appel. Puis c'est le monsieur en question qui m'appelle et il se sentait tout mal et il s'est excusé. Il s'est excusé, il se sentait vraiment pas bien. Puis il m'a dit, tu méritais pas ça, je suis vraiment désolée, j'espère que tu me pardonnes. Puis moi, immédiatement, je me suis sentie relieved. Je me suis sentie vraiment mieux. Puis dans le fond, ce que je réalise, c'est que lui, il se sentait pas mieux là-dedans, là. Moi, j'ai passé l'après-midi à me sentir comme de la merde, mais dans le fond, lui avec, pour qu'il appelle, puis qu'il s'excuse, puis il me dise, tu me pardonnes-tu, c'est que cette hargne-là, cette violence-là qu'il m'a témoigné, c'est un peu la même chose que il a pris ce poison-là, puis là, lui, ça le grugeait de l'intérieur. Alors, nos réactions violentes, même si on ressent ces émotions-là, puis il y a cette gestation-là de la colère ou de la frustration que l'on peut vivre, mais on n'a pas besoin de la témoigner puis de la renvoyer sur l'autre. On peut faire ce travail-là pour être capable de, OK, comment est-ce que je peux transmuter cette énergie-là à l'intérieur de moi? Parce qu'au final, ça demeure de l'énergie. Des émotions, c'est de l'énergie en mouvement, energy in motion. Alors, quand on a ces émotions-là qui nous arrivent, un stress ou peu importe, comment est-ce que je peux le transmuter pour pas quand même que ça ait un impact négatif ou violent sur une autre personne? Alors voilà pour Ahimsa. Je pourrais en parler vraiment longtemps, mais il y en a 4 autres que j'ai envie de te parler. Donc, on le verra un petit peu plus en détail aussi dans chaque méditation pour chacun des sujets que tu vas vraiment pouvoir l'expérimenter et le vivre pour toi. Mais en gros, Ahimsa, non-violence. Donc, autant au niveau des pensées, des paroles, des gestes, pour soi-même et pour les autres. Alors, le deuxième principe, le deuxième yama, c'est celui de Satya, la vérité. Donc, c'est le principe d'être vrai, d'assumer ce que l'on est et d'honorer sa vérité. Et ce qui est vraiment pertinent avec celui-ci, c'est qu'il est très complémentaire avec Ahimsa parce que en non-violence, lorsque ta vérité est témoignée avec non-violence et sans imposition, c'est encore plus sain. Donc, apprendre à dire sa vérité sans condamner, écraser l'autre, ses pensées, ses opinions, with no harm done. Donc ça, en tant que tel, je pense que c'est un art parce que ce qu'on pense et ce qui peut faire du sens pour soi-même ne va pas automatiquement faire pour l'autre et c'est pas parce que quelque chose fait du sens pour nous que ça l'invalide ce que l'autre pense ou vit ou reconnaît comme étant sa vérité. Donc, d'abord, Satya, c'est ce principe-là qui nous amène à honorer et reconnaître la vérité, sa vérité, ce qui est juste pour soi, et comprendre que ça peut changer dans le temps. Il n'y a pas une vérité absolue.
ce que toi tu penses maintenant, si tu t'étais rencontré toi-même il y a 5 ans, est-ce que tu serais d'avis avec cette vérité-là d'aujourd'hui? Pas nécessairement. Et même ta vérité d'hier peut changer avec aujourd'hui. Et c'est correct parce qu'il y a ce principe d'impermanence-là nous amène à évoluer, à vivre certains principes avec des perspectives différentes. Donc, de reconnaître qu'il n'y a pas une vérité absolue, c'est important. Mais par contre, c'est important d'être à l'écoute, justement, parce que cette vérité peut changer et de se dire, OK, tune in, je reviens à moi, qu'est-ce qui fait du sens pour moi aujourd'hui pour pouvoir réaligner mes choix et mes décisions avec ce qui est le plus sensé pour moi. Donc, allons-y, un petit plongeon dans ce principe, parce qu'il y a plusieurs niveaux à Satya. C'est sûr que le premier niveau, ça serait au niveau de l'honnêteté, donc ne pas être malhonnête, s'assurer d'être clair, se tenir loin du mensonge, parce que comme ça, nos actions vont créer de l'harmonie. Je m'explique. Le mensonge, en fait, ça nous ronge en dedans parce que, dépendamment du niveau de mensonge, on le sait, nous, que c'est pas la vérité et ça crée une distorsion à l'intérieur de soi. Ça va créer une anxiété d'être découvert. En fait, si c'est un mensonge qui perdure puis qui a des répercussions sur une vie ou sur des vies ou sur d'autres personnes, il y a cette peur-là qui peut vraiment prendre de l'espace à l'intérieur de soi. Et aussi mentir, ça crée des distorsions parce que les gens pensent que... Je te donne un exemple. Puis pour moi, je trouve que c'est un exemple assez fréquent. Si ça ne tente pas d'aller dans un souper ou si ça ne tente pas d'aller dans une soirée, puis tu y vas quand même, les gens pensent que tu es là parce que tu as du plaisir, puis c'est pas vrai. Ou quand tu dis, je sais pas, moi j'aime le chocolat, parce que tu dis tout le monde aime le chocolat, puis dans le fond, toi, tu l'aimes pas, les gens, mettons, le jour où est-ce que quelqu'un qui veut vraiment te faire plaisir puis qui t'amène quelque chose au chocolat, ça peut être niaiseux comme ça, mais il y a comme une distorsion parce que il y a un problème de communication qui fait en sorte que la personne n'est pas en mesure de connecter avec toi sur le vrai niveau qui est ta vérité. Donc, c'est un exemple. Et le FOMO, là, je le sens aussi, là, cette peur, cette fear of missing out, qui est en tant que tel du fait que qu'on veut tout faire, on veut rien manquer. Ça aussi, c'est en tant que tel, c'est ne pas nécessairement accepter et honorer sa vérité si tu vas à des événements dont t'as pas envie. Puis ça, je trouve que pour nous, moi et mon chum, on est de mieux en mieux comme ça, quand on fait quelque chose parce qu'on a envie de le faire, puis on a dit non à des soupers. Truth is, on a dit non à des soupers, puis des fois, c'est pas que ça passe mal, mais moi, je trouve que c'est important de le dire et d'honorer sa vérité parce que ça permet après ça aux autres de le vivre aussi et de se donner le droit. Je te donne un exemple. À un moment donné, j'allais souper, j'avais un souper de famille. Puis mon chum n'est pas venu parce que il était fatigué. Il était vraiment fatigué. Ça ne tentait pas de voir les gens qui étaient là. Il sentait que s'il venait, il ne serait pas dans le top de sa forme. Puis je le comprends. Comme on a tous passé par là. Fait que moi, dans notre couple, puis dans la vie, moi, je suis comme you do you. C'est important pour moi d'honorer sa vérité. Fait que je suis comme, il n'y a pas de problème. Je vais y aller toute seule. Je vais dire que tu étais fatiguée, puis que c'est bien correct. Tu dis allô à tout le monde, puis tout le monde est bien content. Puis quand je suis arrivée là-bas, je me fais dire « Ah ouais, t'es toute seule, comment ça, donc Ben n'est pas là? » Puis là, je suis comme, tu sais, Ben était fatigué, puis il vous dit allô, puis c'est comme ça, il sera là une prochaine fois, mais ce soir, il ne le sentait pas. Puis là, je reçois comme un peu de culpabilité. La personne essaie de me faire sentir coupable, dans le fond. Puis moi, je suis comme, non, là, il n'y a pas de culpabilité ici, là. Mon chum ne se sentait pas bien pour venir. Il n'est pas venu, fin de la discussion, c'est correct, là. Il n'y a pas de malveillance ou c'est comme si on est tellement habitué à faire les choses pour plaire aux autres que c'est tellement imbriqué que quand on fait des choses pour se choisir, des fois, c'est ce moment-là de distorsion qui a duré depuis si longtemps
qui crée cela, en fait, selon moi. Puis en fait, ce qui est drôle au final, c'est que la personne me disait « Moi aussi, je suis fatiguée, puis je suis là. » Puis moi, dans ma tête, ce que ça me disait, c'est « Hey, tu sais, c'est vraiment drôle, là, ironique, dans le fond, parce que moi, ce que je sentais, la personne, c'est qu'elle avait pas envie d'être là, dans le fond, là. Ultimement, je me disais, elle doit se dire « Hey, Ben, il l'a fait, il est pas venu. » En tout cas, je sentais quasiment, j'aurais voulu faire ça moi aussi. Tu sais, c'était ça que ça voulait dire, quasiment le message. Fait que pour moi, c'est comme d'honorer ta vérité, ça peut choquer parfois, mais ultimement, si c'est comme ça que tu le sens, puis je trouve que plus que tu t'honores ta vérité, ben plus que les gens s'habituent à accepter la vérité de l'autre, en fait. Je pense que, ultimement, la personne aurait presque préféré que je mente en pleine face, de dire « Ah, il est malade. » Tu sais, des fois, c'est ça la porte facile. « Ah, il est malade. Ah, OK, il est malade. » C'est plus facile à accepter. Mais juste de dire « Il est pas venu, il était fatigué, il s'est choisi. » Ah, ça, on n'est pas habitué de ça. Mais, tu sais, je m'en retirais pas pour honorer la vérité à mon chum. C'est pas ça l'objectif. Fait que je le dis, tu sais, il est pas venu parce qu'il s'est choisi, puis il était fatigué, fait de la discussion, puis je vois comment est-ce que ça crée de la résistance, mais bref, je me sens à l'aise à recevoir cette résistance-là, ça me dérange pas du tout, au contraire, je trouve que c'est important que les gens s'écoutent, puis je me dis, moi, le jour où je fais des soupers chez nous, que j'invite des gens chez moi, j'ai pas envie que le monde vienne parce qu'ils se sentent obligés, puis qu'ils sont là, puis ils se sont pas honorés, puis ils n'ont pas écouté qu'est-ce qu'il y avait envie, juste parce que je les ai invités. Tu sais, le jour où est-ce que ça fait ça, ben moi je trouve que ça part tout le sens d'inviter des gens chez moi parce que j'ai envie de passer des gens de qualité avec ces personnes-là. Donc arrêtons les distorsions inutiles. Si t'as pas envie d'être là, ben viens pas, puis je t'accepte tel que tu es, puis c'est bien correct et t'as le droit. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Fait que voilà, soyons établis dans notre vérité, dans ce qui fait du sens, permettons à l'autre de le faire, faisons attention à comment qu'on reçoit la vérité des autres, parce que si c'est ça qu'ils ressentent au fond d'eux, ben what else can we do about it, tu sais? Fait que on est tous des miroirs, quand tu es vrai, tu renvoies une image et tu permets à l'autre aussi, en lui disant qu'il a le droit d'être vrai aussi. Tu peux inspirer l'autre à entrevoir sa propre vérité, puis à la vivre, puis à l'assumer. Fait que ça, je trouve ça immensément beau. Puis quand on s'offre à l'autre en étant vrai, bien, on lui offre aussi cette occasion d'être vrai à son tour. Donc, arrêtons ce jeu de distorsion-là, de faire semblant, pour que justement on puisse juste connecter profondément avec l'autre et sans avoir à ajouter du superflu ou des artifices. Un autre niveau, au niveau de Satya, ce serait attention au besoin d'être validé. Donc, s'assumer, c'est aussi ne pas avoir constamment demandé l'avis de l'autre ou de savoir vraiment tout le temps qu'est-ce que l'autre pense. Si je suis capable moi-même de tuner in puis de me poser la question, est-ce que je suis bien? Est-ce que moi, c'est ça que j'ai envie? Ben, j'ai pas besoin ou je suis pas en train de m'épauler constamment d'une autre personne pour me valider dans mon besoin. Donc, être capable de valoriser ses besoins sans violence et de vivre sa vérité et de s'assumer pleinement, c'est aussi un art et ça prend du temps. Puis, moi, ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, c'est mon expérience brièvement là, avec cet aspect de vérité. Un moment où est-ce que moi-même, j'ai dû assumer ma vérité puis que ça m'a demandé quand même du petit jus, ça a été dans mon... à m'assumer, à arrêter de boire de l'alcool. Moi, ça fait depuis 2020 que j'ai arrêté de boire de l'alcool complètement. Donc, puis j'en buvais pas excessivement, j'avais pas de problème d'alcool, j'ai juste décidé que c'était plus ce qui faisait du sens pour moi. Puis ça faisait, moi, depuis 5-6 ans qu'à chaque semaine, avec mes amis de filles, on avait des soupers à chaque semaine. Puis on buvait du vin, on se faisait genre des fois des petits drinks, on soupait ensemble. C'était super casual, c'était super chouette. Puis d'un moment donné, j'ai juste arrêté complètement j'arrête de boire de l'alcool. Puis je pense que le plus dur, ça a été d'assumer que j'arrêtais de boire d'alcool parce que j'arrivais à quelque part, puis là, le monde me demandait « Ok, mais pourquoi? Est-ce que t'as arrêté de boire? T'es sûre que t'en veux pas? »
Puis assumer cette vérité-là, pour moi, ça a été intéressant, je dirais, comme processus. Mais ultimement, aujourd'hui, je me sens complètement bien avec ça. Je l'assume bien. Et je suis tellement pas dans le jugement pour ceux qui en boivent. Ça, pour moi, c'est important. Et cette distinction-là avec « moi, je choisis ceci », je suis pas en train de valider absolument pas tout ce que les autres vont faire. Puis je trouve qu'aujourd'hui, il y a cette nuance-là de c'est pas parce que je dis « moi, j'aime une pomme », je suis pas en train de dire que les citrons puis les framboises, c'est pas bon. Fait que parce que moi, je choisis de ne pas boire d'alcool, je suis pas en train de juger de boire ceux qui en boivent. Donc, tout ça dans comment s'assumer et c'est ça, de ne pas avoir peur que les autres vont te renier ou changer la relation parce que toi, tu es en train de prendre un chemin différent ou au contraire, de t'assumer pleinement. Alors, voilà pour ceci. Il y a d'autres variations comme attention quand on impose sa vérité. Donc, le fait de se dire, moi j'ai raison, de penser que toi tu as raison et tu as la seule vérité possible, ou même si tu as raison, dans comment tu le fais sentir à l'autre, ça peut être des fois violent. Moi, ce qui me vient en tête, c'est niaiseux comme tout, là. Un exemple, mais j'étais allée au IGA l'autre jour, puis j'avais pris des biscuits sur une étagère par rapport, puis j'étais arrivée à la caisse, puis les biscuits étaient comme trop chers, là. C'était genre 14 piastres, là, un truc de biscuits, là. Fait que j'étais comme... Mais il était écrit sa boîte, mais j'ai pas vu, tu sais. Fait que quand que je vois le prix sur la caisse, je suis comme, oh mon Dieu, c'est cher. Tu sais, je l'avais pas vu. Puis l'emballeur du IGA m'a comme regardé, il va faire comme, ben c'est écrit sa boîte. Mais tellement avec un ton, puis c'était hyper comme... Mais il avait raison, truth is, il avait vraiment raison, c'était écrit sa boîte, je l'ai pas vu, tu sais, mais... Je voyais dans sa tête, là, il me traitait de niaiseuse à fond. Il était comme, voyons donc, c'est écrit sa boîte, là, c'est quoi ton problème, tu sais? Mais c'était pas nécessaire. Il avait raison, mais dans le sentiment de, pas de supériorité, mais en tout cas, bref. Il avait raison, mais c'était pas nécessaire qu'il me fasse sentir comme une niaiseuse. Je l'avais honnêtement pas vu, puis j'étais juste surprise à la caisse, puis je les ai pas pris finalement, puis c'était bien correct. Puis... voilà. Fait que faisons attention au ton. Même si tu as raison, si c'est dit de manière arrogante ou violente, c'est pas nécessaire. Alors, pour wrap it up, dans le fond, le principe de Satya, ça évoque le fait d'être intègre à soi-même. C'est beaucoup plus que l'absence de mensonges. Parce que pour être vrai à soi, il faut d'abord reconnaître avant tout c'est quoi ses besoins. Donc, d'avoir déjà ce canal d'écoute avec soi-même pour être capable d'identifier c'est quoi ses besoins, c'est crucial. Donc, déjà de te poser la question de voir c'est quoi toi tes mécanismes pour t'écouter, pour tuner in et voir ce qui résonne en toi. Est-ce que tu as ces moyens-là de se dire, non, moi-même, là, en tant que personne, sans mes amis, sans ma famille, sans mon travail, sans tout ça, moi, c'est quoi que je veux? Et être capable de l'honorer. La méditation est un bon moyen justement pour s'aider et se pratiquer à s'exempter de ces distractions-là. Et on oublie des fois qu'on est là pour s'exprimer vraiment à notre manière. On a chacun notre couleur. On est là parce qu'il y a seulement nous qui peut faire les choses comme on le fait. Donc, tu as le droit d'être toi. Et non seulement, c'est pas juste tu as le droit d'être toi, c'est que tu as ce devoir-là d'être toi-même parce qu'il y a seulement toi qui peux l'être, comme tu l'es, avec ton bagage, avec tes couleurs. Donc, just be you, my friend. Sois toi-même, à l'écoute de ce qui est bon pour toi, puis go for it. Va chercher, assume-le. Assume-le d'une manière sans imposer aux autres, mais d'honorer tes forces, d'honorer qui tu es. Et de te poser la question, est-ce que tu es honnête avec toi-même? Est-ce que tu es à l'écoute? Est-ce que tu te sens authentique, capable de montrer le beau, d'accepter le moins beau, sans avoir à exagérer quoi que ce soit? Puis comment est-ce que tu reçois aussi la vérité des autres? Ça également, c'est quelque chose à réfléchir. Et est-ce qu'on change des choses parfois par peur de déplaire? Donc tout ça, on va le revoir dans la méditation, mais c'était le principe de Satya, être authentique à soi. Alors le troisième principe, Asteya, ne pas voler.
Il est intéressant celui-là parce que c'est pas juste voler des bonbons au dépanneur. C'est le concept global de ne pas prendre ce qui n'est pas à toi. Donc, de ne pas prendre quelque chose sans permission, ou ça va jusqu'au désir de posséder ce qui appartient à autrui. Donc, on vole aux autres des fois. Dans les relations, on vole de nous-mêmes, on vole à la terre. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, voler au futur, ça serait l'inquiétude, en fait. L'inquiétude est une forme de « je suis en train de voler au futur ce qui n'est pas arrivé encore. Je me fais du mauvais sang pour des choses qui arrivent plus tard et ça ne sert à rien parce que seul le temps le dira. » Puis peut-être que le temps n'arrivera même pas là, puis il n'y aura même pas lieu d'avoir de l'inquiétude, finalement. Du vol d'attention. Donc, la personne que j'écoute sans écouter vraiment, que je suis en train d'appeler, t'appelles ton père, puis t'es sur ton cellulaire en train de regarder des reels sur Instagram ou de faire autre chose, ben t'es pas en train d'honorer pleinement la discussion ou de porter ton attention vraiment à la personne. Donc, on est en train de voler son attention, de voler son temps parce qu'on n'est pas pleinement investi dans l'échange. Le mensonge aussi peut être une sorte de vol où est-ce qu'on est en train de voler la vérité. Et le vol de temps, j'avais lu à quelque part, j'avais trouvé ça très intéressant. On se vole de soi-même nos opportunités de vivre la vie que l'on mérite. J'avais lu ça en anglais, ça disait « We steal from ourselves our own opportunity to grow ourselves into the person who has the right to have the life they want. » Donc, en étant en train de faire des éléments, en étant distrait avec des choses, des occupations, des éléments dans nos vies qui font pas vraiment de sens, on est en train de se voler de l'opportunité de vivre vraiment la vie qui est alignée avec ce qu'on veut. Donc, c'est assez profond. Et le vol se fait au-delà des objets quand on va regarder à l'extérieur pour de la validation. Donc, on va voir, par exemple, la comparaison ou la jalousie. De se dire, quand je suis en train de jalouser ou je regarde avec envie le parcours ou les expériences ou les possessions ou le corps de d'autres personnes, ça leur appartient. Et nourrir le sentiment d'envie pour des choses qui sont autres que mon histoire, mon expérience, au final, ça sert absolument à rien. Donc, il y a une fine nuance entre je peux être inspirée par le parcours de quelqu'un. Je peux dire, OK, je trouve ça, je peux le modéliser, de dire une personne qui a ça, ça existe et ça peut me motiver moi-même à vouloir suivre ses traces, mais de nourrir un sentiment d'envie, c'est la fine nuance qui amène un sentiment négatif et low energy, de dire j'ai envie de lui voler ou j'ai envie d'être comme la personne, mais en tout cas avec une nuance de jalousie qui n'est pas vraiment saine. Donc, au contraire, pour ne pas être dans cet espace justement de vol, le fait d'avoir confiance, d'accueillir l'abondance, de se dire moi je vais aller où je suis appelée, je fais confiance à mon chemin et j'ai pas peur du manque. Donc tout ça, au contraire, ce sont des postures, des états mentaux et énergétiques que l'on peut rechercher et synchroniser en soi pour pas être dans cet espace de vol. Même dans le vol d'attention ou le vol d'énergie, on va voler de l'énergie à des gens dans des échanges parfois et ça peut être inconscient. Je te donne un exemple de voler de l'excitation. J'avais une amie qui me disait que quand elle a annoncé sa grossesse à ses amis, elle était super contente de cet événement-là dans sa vie. Puis ses amis ont comme réagi, ses amis qui étaient peut-être dans la vingtaine, je ne me rappelle plus exactement là, tous les détails, mais qui n'ont pas d'enfants encore. Donc, leur réaction, ça a été « Ah, moi j'ai peur, t'as-tu pensé à l'accouchement? Tu sais-tu comment tu vas vivre ton accouchement? Ah, moi, il y a ça qui me fait peur, est-ce que tu veux la péridurale? » Puis là, dans le fond, la personne était juste elle voulait partager un beau moment, puis là, la personne a comme transformé la conversation en lui projetant ses peurs dessus. Donc, elle est comme en train de voler et l'attention, l'excitation, est en train de lui voler son moment, en vrai. Ou même dans des funérailles, on pourrait le voir.
si par manque de compassion, si on ramène l'attention par rapport à soi plutôt que la personne qui est en train de vivre son deuil, ça peut être, c'est comme un vol d'énergie ou un vol d'attention. Donc, on peut le voir comme quand on est en train de shifter le focus qui était sur l'autre vers soi, c'est une forme de vol. Aussi anodin encore, mais pas tant que ça, parce qu'à long terme, ça peut être dérangeant dans une relation, c'est de voler la paix d'esprit de l'autre avec du chialage. Je ne sais pas si vous avez des champions de Coupe du Monde de chialage autour de vous, mais des gens qui vont placoter ou chialer, on va le dire en bon québécois, sur des petits détails constamment, la température, puis peut-être que c'est des choses que tu fais aussi sans t'en rendre compte, puis encore là, ça serait correct d'en prendre conscience puis de dire « Hey, je m'en rendais pas compte, c'est correct. » Après ça, on a le pouvoir de le changer. Mais de prendre conscience de l'impact que ça peut avoir sur les autres, du chialage pour aucune raison, en fait, ça vient alourdir l'atmosphère, ça vient voler la paix d'esprit. Une personne pouvait être bien heureuse, puis là, finalement, on vient de shifter l'attention sur du négatif. C'est pas agréable, puis ça fait en sorte que les gens autour d'une personne qui est constamment en train de chialer, ils ne recherchent pas la compagnie de cette personne-là parce qu'ils se sentent pas bien. Puis ultimement, je pense vraiment que dans les relations, ce qui est important, c'est comment on se sent en présence des gens que l'on côtoie. Si les gens, le ratio, c'est qu'on on se sent plus souvent comme de la merde qu'autrement, ben on va pas nécessairement rechercher la présence ou la compagnie de ces personnes-là parce qu'au final, c'est pas agréable. Encore là, nuance, des gens peuvent passer dans des phases qui sont plus difficiles, puis ça arrive à tout le monde. Des gens autour de moi qui vivent des deuils, des peines ou quoi que ce soit, je suis pas en train de dire « Hey, t'es en train de tomber dans le ratio de dérangeant ou de négatif. Je suis tannée, je m'en vais, pas du tout. » Mais une personne qui est constamment en train de chialer pour des petits détails ou c'est juste de faire attention à prendre conscience de c'est quoi notre discours et encore là, la profondeur de nos propos. Donc, voilà pour le vol. Donc, ne pas voler, on parle d'attention, d'énergie, de temps, ne pas voler la vérité, ne pas voler ce qui appartient aux autres, donc le désir de posséder ce qui appartient à autrui et laisser aller les inquiétudes. All right, le 4e maintenant, Aparigraha, qui est le non-attachement. Donc, je l'aime bien celui-là. Le principe de non-attachement, en anglais, letting go. Donc, on peut laisser... C'est tout ce qui ne nous sert plus, en fait. Un principe pour créer de l'espace autour de soi, que ce soit dans le matériel, les souvenirs, les émotions, les objets, les gens. Donc, on laisse aller tout ce qui n'est plus... ce qui ne résonne plus. Ne conserver que l'essentiel, redonner au suivant, puis ce qui ne vibre plus pour soi, ben on se donne l'espace pour se réactualiser et ce qui ne sert plus ici, ben peut servir ailleurs. Faire circuler. Donc, on crée du mouvement, on ne s'attache pas et on n'est pas défini par nos possessions. Peut-être que ça t'est arrivé aussi de ouvrir ton garde-robe le matin puis de te dire « Coudonc, j'ai rien à me mettre ». Puis c'est pas tant que tu n'as pas de vêtements, c'est que tu te dis « Il n'y a rien qui représente la personne que je suis aujourd'hui » ou qui fit avec cette partie actuelle de moi maintenant. Parce que les objets, les vêtements ont une fréquence. Donc, quand on fait le grand ménage du printemps, on sort les trucs qui ne servent plus, puis qu'on dit « Ok, ça ne vibre plus, c'est plus moi, bye », bien on est comme en train de garder ce qu'on aime, puis de laisser de la place pour le reste. Et ça, on peut le faire aussi avec autre chose. C'est encore une fois, de tuner in, de savoir qui suis-je moi maintenant, qu'est-ce qui fit avec cette version actuelle de moi-même, et ce qui,
moi, ça m'est arrivé, là, je le fais à chaque saison, puis j'ai un petit truc, là, c'est que je mets mes vêtements sur mes supports à l'envers. Fait que je mets mon support, au lieu de l'accrocher face à moi, je l'accroche à l'envers. En tout cas, je sais pas comment l'expliquer audio comme ça, là, mais bref, je l'accroche en arrière de la pôle à support. Puis à la fin de la saison, je vois ce que j'ai pas mis dans la saison au complet. Puis je me dis, OK, ben si je l'ai pas mis complètement, je passe au suivant. Mais aussi, c'est que j'avais encore des vêtements à un moment donné de quand j'avais fait mon stage de mon bac en 2017. Puis ce vêtement-là, pour moi, portait encore l'énergie de je suis la stagiaire, je me sens un peu imposteur. Puis pour moi, maintenant, aujourd'hui, que ça fait plusieurs années là, je suis sur le marché du travail, je me disais, je me sens pas dans ces vêtements-là. Ça me ramène à cette ancienne moi qui se faisait pas confiance. Donc, j'ai envie de passer au suivant. Les vêtements sont encore beaux, mais moi, je me sens plus moi-même dedans. Donc ça, c'est un exemple. Même dans nos relations, sans dire qu'une relation, on la passe au suivant, c'est pas exactement la même chose, mais il y a des ancrages dans des relations qui peuvent nous ramener dans le passé, qui nous alourdissent et qui peuvent être un frein à notre réactualisation parce que dans les deux sens, des fois, on se sent retenu dans l'espace temporel. Donc, une personne, tu peux entretenir une relation avec quelqu'un qui t'imagine encore comme quand t'avais 15 ans, par exemple, ou, admettons, un exemple. Une relation avec un parent que lui, dans sa tête, te voit encore ou te traite encore comme quand t'étais adolescent ou que t'habitais encore dans le nid familial. Versus qu'aujourd'hui, t'es rendu un adulte, t'as une carrière, c'est comme si cette relation-là, cette personne-là te retient dans le passé. Donc ça, c'est un exemple. Ou l'inverse est aussi vrai. Parfois, nous, on va continuer d'évoluer, puis on va imaginer notre conjoint, notre conjointe, comme elle était au début de la relation, à un autre moment de la relation, alors que la personne a évolué. Donc, c'est d'être capable, dans le non-attachement, de faire ce détachement-là à l'image qu'on se fait d'une personne pour être capable de l'accueillir dans le présent et l'accueillir dans son évolution. Donc, oui, une personne a déjà été comme ça, mais le principe d'impermanence a fait en sorte qu'elle a vécu des expériences, elle a été façonnée différemment. Et aujourd'hui, elle n'est même pas la même personne qu'elle était hier. Donc, c'est de donner de l'espace dans nos relations pour que les gens puissent être et pleinement se vivre dans la version d'eux-mêmes qu'ils sont aujourd'hui. Même chose pour nous, on peut laisser aller des versions antérieures de nous. On peut se pardonner pour des choses qu'on a fait dans le passé. Si moi-même, dans le passé, j'ai fait des choses où j'ai été des versions de moi-même que je ne referai pas aujourd'hui, et pourtant, je suis en paix avec le fait d'avoir fait ça dans le passé, mais c'est des versions antérieures. Je ne m'identifie pas à ces versions de moi-même. Donc, tout cet aspect-là, ça peut passer à travers le pardon, à travers cette capacité de créer de l'espace pour créer une nouvelle version de soi et surtout ne pas vivre dans le passé. On n'est pas nos expériences, on n'est pas défini par notre passé, on est capable de shifter notre focus vers le maintenant et de voir toutes les possibilités qui sont disponibles aujourd'hui et l'accepter et l'accueillir. Donc, ce principe-là nous amène à laisser les gens être, à ne pas figer nos proches dans des versions antérieures à eux-mêmes. Même chose pour soi-même. Puis à se dépouiller de tout le superflu dans nos vies, le matériel, ce qui vibre plus, faire de l'espace. Tu sais, si tu regardes autour de toi maintenant, si tu es à la maison, tu penses à des objets, est-ce qu'il y a des objets que tu gardes juste parce qu'ils te réconfortent d'une certaine période de ta vie? Ça se peut que oui, il y a certains objets aussi que j'ai gardés parce que c'est des signes, c'est des symboles pour moi qui sont significatifs et qui m'amènent de la joie. Mais si c'est des choses qui viennent seulement alourdir puis que tu as juste l'impression que tu regardes ça puis tu te dis mon Dieu, j'accumule du stock puis ça fait pas de sens, ben le fait de t'en départir ou de les déplacer, de les prêter, de les redonner à d'autres personnes pour qui ça pourrait être utile, bien, ça te permet, toi, d'accueillir des nouvelles choses dans ta vie pour la version actuelle de toi-même. Donc voilà, le non-attachement. Parce que le moins
d'attachement ou de possession qu'on a, le mieux on est disposé à recevoir l'instant comme un moment tout neuf. Et il y a une petite nuance avec le non-attachement versus l'engagement. Donc, c'est pas la même chose de se dire je suis pas attachée à mes possessions, donc je suis capable de me dire ok, c'est que je ne suis pas mes possessions. Mais je peux être profondément engagée dans une relation, je peux être profondément engagée sans avoir cette nuance-là de possessivité. Je suis dans une relation avec quelqu'un, mais la personne ne m'appartient pas. Elle est libre d'être qui elle est. Donc, c'est cette nuance-là pour avoir des rapports qui sont sains avec le monde. Donc, en quelques mots, non-attachement nous amène à faire circuler, à laisser aller ce qui ne nous sert plus, d'accepter l'impermanence des choses et l'évolution dans les choses. Et un peu comme l'arbre qui ne retient pas ses feuilles qui tombent à l'automne, quand c'est le temps pour nous de passer vers une autre saison de notre vie, on est capable de laisser aller et de faire de l'espace autour de soi. Parce que des fois, c'est ça qui est juste et qui fait du bien pour être capable de passer vers la nouvelle phase de notre vie. Et on arrive au dernier yamas. Donc, celui-ci se nomme Brahmacharya. C'est un principe de modération. Donc, dans la littérature, en fait, dans les sutras de Patanjali, on parle de celui-ci comme étant littéralement en sanskrit la vie de célibat. On parlait d'abstinence, qui était plus justement au niveau de la maîtrise du désir. Et dans mon interprétation, dans l'interprétation que je vois aussi dans les livres que j'avais lus, on est plus au niveau de la tempérance. On veut soutenir l'harmonie et cultiver notre équilibre. Donc, de ne pas prendre plus que ce qui est nécessaire, de ne pas accumuler. Il se marie bien aussi celui-là avec le non-attachement, mais c'est de faire attention à ce qu'on consomme. Autant au niveau des ressources, de la terre, de ce qu'on consomme de la terre, de la nourriture, des possessions et des émotions, de s'assurer qu'on est dans un équilibre en termes quantitatifs sain. Par exemple, attention à nos addictions ou à la consommation. Certains vont être addicts aux émotions, par exemple, à l'inquiétude, au drama. D'autres, ça va être au niveau de l'excès, au niveau de la nourriture ou de l'exercice même. De se poser des questions, quel est notre rapport en termes de performance, de travail, de sommeil. Donc, c'est juste de faire attention aux excès et de prendre conscience c'est quoi notre manière de consommer, le divertissement. Aujourd'hui, on va même, je pense au cellulaire, donc le temps qu'on passe sur nos écrans. Parce que tout ceci, quand on est dans une consommation excessive, c'est qu'il y a une perte de conscience du sacré. Parce que quand on dilue la consommation d'un élément avec une forte quantité, on perd l'aspect sacré, agréable et sain de son utilisation. Parce que comme toute chose, je pense que c'est pas qu'il n'y a rien qui est nécessairement blanc ou noir. Par contre, sur un continuum de gauche à droite, il y a des extrêmes puis un juste milieu. Fait que c'est être capable de cultiver la voie du centre, de l'équilibre, c'est d'être capable de reconnaître quand est-ce que je suis dans les excès et qu'est-ce qui est une consommation saine pour moi. Donc, le just enough, ça serait l'équilibre. Même chose, on a parlé un peu plus tôt de la performance. Donc, de faire attention à être à l'écoute et de revenir à ça pour prendre conscience de ce qui est équilibré et juste. Alors, il y a toute cette perception-là du discernement, d'être à l'écoute de mes besoins véritables. Qu'est-ce que mon corps a besoin? Qu'est-ce qui est juste pour moi pour soutenir ma santé à long terme versus un plaisir à court terme? Et qu'est-ce qui est un besoin versus une envie? Donc, pour moi, il y a tout cela dans ce principe de modération parce que tu es le seul à pouvoir identifier ce que tu as besoin. Et si tu ne le fais pas, il n'y a pas personne qui va pouvoir le faire à ta place. Donc, c'est vraiment précieux d'être capable de discerner ses besoins avec sincérité et d'accueillir et d'être capable de mesurer quand est-ce qu'on atteint ce niveau de satiété.
Parce que quand c'est la juste quantité, alors on est dans la consommation de ce qui est sacré. La nourriture comme étant sacrée, ce qui a poussé de la terre, plutôt qu'une surconsommation, c'est comme si on perd une valeur de ce qui est produit parce qu'il y en a tellement. Donc, quand c'est trop, ça dilue, ça perd de son pouvoir et de sa valeur. Et ça, c'est mathématique, c'est comme une courbe financière d'offre et demande. Quand il y a beaucoup d'offres, le prix descend parce que c'est dévalorisé. Donc, tout ce que tu consommes en excès, c'est comme s'il y a une perte de valeur pour toi. À réfléchir, en fait. Je dis ça, encore là, à toi de discerner ce qui fait du sens pour toi. Donc, ça nous amène à une prise de gratitude pour l'ensemble de tout ce qu'il y a autour de soi. Il n'y a pas de moment ordinaire. Tout ce qui est dans notre vie a une portée de sacré. Et voilà, soyons à l'écoute pour reconnaître qu'est-ce qui est juste pour soi. Donc, ça fait le tour pour notre dernier yamas. Donc, on a ici exploré les 5 yamas au niveau de la théorie. Je suis tellement contente d'avoir enregistré ce petit morceau-là. Je pense que c'est à la longue qu'on peut vraiment se les approprier, de s'offrir plus de temps pour voir justement qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce que je peux changer dans les petits éléments de ma vie du quotidien. Donc, mon invitation pour toi maintenant, c'est vraiment de te les approprier. Ces principes-là, ça nécessite de la pratique. Et vu que c'est pas une doctrine, ce sont des principes, il faut vraiment voir comment ça résonne dans nos vies. Donc, et je pense vraiment qu'à la force de les vivre, on peut aller voir plus loin que nos besoins individuels et on voit qu'est-ce qui peut nourrir le bien collectif, qu'est-ce qui peut nourrir le vivre ensemble. Et à travers les méditations que je vais te proposer dans les prochains épisodes, tu vas pouvoir avoir ce temps-là pour les intégrer, pour connecter à toi et te familiariser avec les concepts. Donc, pour les prochains épisodes, pour les méditations, il y a plusieurs manières dont tu peux les écouter. De un, vas-y à ton rythme, bien entendu. Ce que je te propose, ça peut être de les écouter toutes, une à une, et de revenir sur les méditations quand tu en as besoin, dans 2 mois, 2 ans, peu importe, de revenir vers la méditation qui t'appelle dans le temps. Ça peut être aussi d'en écouter une et par exemple, tu prends Ahimsa et tu écoutes la même à chaque jour pendant 1 semaine avant de passer au suivant pour bien intégrer ce concept-là. Certains vont même, tu pourrais même prendre 1 mois pour un concept, donc ça c'est un peu plus long, mais donc ça peut être une période de temps où est-ce que tu passes d'un principe avant de passer à l'autre et tu peux y revenir au besoin. Et autant que dans ma formation professorale, nous, ce qu'on était invité, c'était à s'observer à tous les jours pour vivre les principes dans notre quotidien. Mais ça peut être en fin de journée de faire un retour sur les 5 quand que tu les connaîtras, tu sauras comment les approprier pour te dire comment j'ai vécu le principe de non-violence aujourd'hui, comment j'ai vécu ma vérité, que j'ai pas volé, que j'ai été dans le non-attachement et que j'ai été dans la modération de mes envies, de mes besoins, de la consommation des éléments dans mon quotidien. Alors, voilà pour ceci. Par la suite, il y aura la micro-série sur les niyamas qui va suivre. Donc, sous peu, même principe, un épisode de théorie et un épisode par niyamas. Et je t'invite à partager cette série-là, les épisodes, les méditations qui te font du sens pour toi, en parler parce que j'ai vraiment le sentiment, et pour l'avoir vécu moi-même, ces principes-là ont vraiment eu un impact dans ma vie. Si c'est le cas pour toi, partageons, voyons comment ça peut faire du sens autour de soi pour d'autres personnes. Et si tu veux connecter sur Instagram, venir m'en parler, ce sera avec joie. Tu peux me chercher, moi, sur mon compte, c'est Joie Hubert. Et j'ai très hâte de t'entendre là-dessus, sur comment ça a résonné sur tes réflexions et surtout sur ce qui fait du sens pour toi. Donc, je te remercie beaucoup pour ton écoute. Je te souhaite de belles découvertes dans ces prochaines méditations et au plaisir de partager d'autres beaux moments avec toi.
Merci, à bientôt. Namasté.